Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Triste Tigre de Neige Sino. Je vous rappelle que je viens de sortir un magazine littéraire dont la thématique du premier numéro est la rentrée littéraire, justement, avec tout ce qu'il peut y avoir comme enjeu économique. Par exemple, on va faire une enquête sur les émissions prescriptrices comme La Grande Librairie ou comme avant elle, Apostrophe, le business model des grands noms de l'auto-édition, et on va voir que ça cache parfois des choses pas très reluisantes. Vous avez une version PDF à 4,90 € et une version papier à 14,90 €. Vous retrouvez le lien dans la barre de description. Je vous remercie, bon visionnage, et voilà. C'est un livre assez curieux dont la monture est plutôt originale puisqu'il s'agit d'une sorte de forme hybride entre l'essai et le témoignage, où l'autrice revient, si on peut employer ce terme puisqu'on a l'impression que ça ne l'a jamais quitté, sur l'inceste que lui a fait subir son beau-père à partir de l'âge de 7 ans. J'ai été agréablement surprise et c'est mon livre préféré sur le sous-genre de la littérature témoignage que représente l'inceste. Parce qu'en fait, Neige Sino est extrêmement consciente de tous les enjeux qu'il y a à ce genre, mais aussi de ses écueils, mais aussi de la manière dont ils sont considérés ou déconsidérés par les lecteurs ou les médias. Apparaît parfois dans le texte les adjectifs qu'utilise la critique amateur ou professionnelle, et montre par cette occasion d'une certaine manière que la société, même dans sa bienveillance, tente de cacher encore les personnes qui ont subi ces violences. Et en reléguant les autrices à ce genre, ou à ce sujet, à ce simple thème, c'est-à-dire que dès qu'une autrice parle de ça, après, on la ramènera tout le temps à ce thème-là, et aussi en mettant vraiment la lumière sur le fait que l'écriture serait thérapeutique, et que donc il faudrait qu'elle soit soignée, c'est une manière aussi de montrer qu'elles ne sont pas reconnues, elles ne sont pas acceptées telles qu'elles sont. C'est, je trouve, ce qui manquait dans d'autres romans ou d'autres livres sur le sujet, de montrer ce que c'est vraiment le fait d'écrire sur ça, d'écrire sur l'inceste. Comment ça se passe, comment éviter justement d'être tout le temps ramené à ça, ou aussi, selon elle, la non-utilité de ce livre, comment se rendre utile là où c'est impossible. Je ne suis pas sûre de pouvoir apporter quoi que ce soit aux victimes, aux proches de victimes, aux agresseurs, ni même à ceux qui veulent mieux comprendre le sujet. Le fait que le thème annihile le livre, annihile toute tentation d'écrire, toute tentative d'écrire plutôt, le livre disparaît derrière son sujet. Et donc refuser de s'y soumettre, tout en s'y soumettant malgré tout. D'un même mouvement, elle joue avec le voyeurisme du lecteur. Elle lui concède quelques miettes. Je peux néanmoins partager quelques anecdotes de nature plus ou moins sexuelle pour ne pas décevoir ceux qui considèrent que le sexe est un facteur déterminant et qui ont eu la patience de lire jusque-là ce petit mémoire. Et face à l'effroi qui nous gagne, on assiste aussi à une sorte de culpabilité qui commence à nous prendre, en fait, parce que, comme Angot, elle souligne l'ambivalence du lecteur qui sera friand de ce genre de lecture. Plutôt qu'utiliser des ellipses ou des allusions, de vouloir montrer sans heurter, elle va y aller d'une manière frontale, elle va nous montrer ce que c'est la matérialité du viol, la matérialité de l'inceste. Mais contrairement à Angot, qui va détailler sur des scènes assez longues, qui va vraiment en faire un roman, Neige Sino va s'arrêter, va changer de sujet, va reprendre un peu plus loin. En fait, elle a une sorte de rapport avec le lecteur qui me paraît, moi, un peu reprendre un peu celui avec son agresseur, nous positionner à la place de l'agresseur, c'est-à-dire à la fois céder, tout en nous refusant à la grande attention du lecteur de tout céder. Et donc de cette manière, elle aussi, elle admet la non-fiabilité de son témoignage. Et c'est ainsi, je pense, qu'elle arrive à faire fiction. C'est-à-dire qu'en utilisant un matériau qui est certainement détruit ou abîmé par le temps, par la mémoire, par le traumatisme aussi, elle arrive, elle se retrousse tout de même les mains et arrive à colmater. Ouais, bon, elle se retrousse les manches et elle arrive quand même à colmater les trous, les brèches du récit, avec des choses qui ne font pas forcément partie de son histoire, mais qui en font une sorte de vase recollé un peu. Donc avec cette prudence, elle permet à son histoire de quitter son cas personnel pour viser l'universel, pour viser aussi la réflexion presque. À certains moments, j'ai eu l'impression de lire un essai sur le sujet. C'est vrai qu'elle parle par exemple du podcast de Charlotte Podlowski ou un truc comme ça, et peut-être une nuit, je crois, où ça a parlé de l'inceste qu'a subi sa mère.
Et je me disais, c'est sur le même plan un peu. On vogue en fait entre la fiction, le souvenir, la scène et la réflexion, l'explication, la recherche presque scientifique sur le sujet. Et je trouve que j'avais lu d'autres livres sur le même thème, par exemple Camille Kouchner ou Tringora, qui parlait de Matzneff. Et je trouvais j'avais une frustration à la lecture parce que je trouvais que même quand ça visait un peu l'essai, que ça visait l'explication, ça avait du mal à dépasser les lieux communs sur la parole qui doit se libérer ou ce genre de choses, à répéter un peu des phrases qui deviennent des mantras et qui perdent toute substance et toute force évocatrice à force d'être rabâchées. Neige Sino, à ce moment-là, nous refait comprendre vraiment ce que c'est que de faire partie de cette communauté de ces 5 à 10% de personnes qui ont subi l'inceste, qui ont subi la violence sexuelle dans leur enfance. Et en fait, c'est là où le titre prend son explication, parce que le triste tigre, contrairement à ce que des journalistes ont cru, ce n'est pas le beau-père, mais c'est elle. Elle montre, avec une métaphore sur l'agneau et sur le tigre, que l'agneau, la victime, fait partie de la même force vitale, ou en tout cas a la même force vitale qui pousse en lui, celle qui a poussé le criminel à faire ce qu'il a fait. Non pas, donc les rapproche non pas dans une vision réconciliatrice du bourreau et de sa victime, mais vraiment plutôt de montrer ce que cette béance, qu'en faire, qu'est-ce qu'on peut en faire, quoi. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, parce que ça montre à la fois, ça a un côté, on constate le délabrement un peu de ça, mais en même temps, la possibilité de vivre malgré tout. Pas le dépasser, mais vivre malgré tout. Et c'est là où le texte prend une certaine puissance, même si j'aime pas trop ce terme parce qu'on l'a trop galvaudé, on l'a trop répété pour tout et pour rien. Donc, mais là, j'ai vraiment trouvé que c'était ça qui ressortait, c'était une force, non pas de l'apaisement ou de la sérénité, mais vraiment de la force, une force pure. Et donc pas une force qui viendrait par l'art ou par la vertu thérapeutique de l'art, parce que ce n'est pas quelque chose en quoi elle croit, elle se méfie justement. Je pense que c'est peut-être même plutôt parce qu'elle a, je pense, une trop grande estime pour l'art, pour le mélanger à des considérations thérapeutiques ou individuelles. Et donc elle montre, par exemple, avec l'exemple de Claude Ponty, que les personnes peuvent transcender ça, même pas transcender, parce que finalement, c'est même pas se servir de ça pour en faire quelque chose, mais parvenir à faire des choses malgré tout en montrant quand même que c'est peut-être de l'ordre de l'exceptionnel et que la plupart des gens qui s'en sortiraient, en fait, c'est une grosse injustice parce qu'ils seront juste fonctionnels, ils seront juste comme la plupart des gens qui n'auront pas vécu ça. Donc devront faire 2 fois plus d'efforts pour avoir une vie à peu près normale. Et, euh, et voilà. Et tout ça, et plus d'autres réflexions sur le sujet, c'est quelque chose, vraiment, c'est un livre qui est vraiment intéressant dans le fait il détaille à la fois ce que ça fait sur sur la victime, elle essaie parfois de visualiser un peu la position de l'agresseur, tout en disant à chaque fois qu'elle ne peut pas, qu'elle n'y arrive pas, et en reconnaissant qu'un livre avec le point de vue de l'agresseur serait très intéressant. En fait, elle a quelque chose elle a pas froid aux yeux. Je trouve je sais encore une fois qu'on dit souvent, oh, c'était très courageux de faire ce témoignage et tout, mais là, je trouve que c'est vraiment du courage, quoi. Elle a des figures un peu tutélaires tout le long du livre, des figures littéraires. Par exemple, elle va utiliser Lolita de Nabokov pour éclairer un peu ce qui lui est arrivé. Et si j'ai trouvé ça intéressant dans un premier temps parce qu'elle elle les analyse avec précision, ces exemples, j'ai trouvé au bout d'un moment que ça pouvait faire un peu catalogue et que parfois c'était juste pour appuyer son propos, qui n'en a pas besoin puisqu'il est très clair et intelligible. Et c'est peut-être un petit truc que je trouve peut-être moins de citations. Pour ce qui est du style, je trouve que Neige Sino a une voix qui résonne en moi et qui résonnera en beaucoup de personnes. Maintenant, pour l'expliquer, ça va être compliqué. Parce que la seule chose que j'ai ressentie vraiment, c'est la fluidité du récit. Et encore une fois, je déteste ce terme parce que tout le monde l'utilise à toutes les sauces. Fluidité dans le sens où on le lit d'une traite, où il n'y a pas de clichés, d'alembicage, de choses en fait qui nous dérangent à la lecture. Ça, mais d'un autre côté, fluidité aussi dans le sens où je n'ai pas de phrase que j'ai envie de souligner en me disant elle est intéressante, je n'ai jamais lu ça, ou je n'ai jamais vu les choses de telle manière.
En tout cas, sur le point de vue stylistique. Je parle pas au niveau de ce qu'elle détaille. Et donc, je me dis, je comprends en fait, parce que comme en Go, elle refuse de faire du beau style avec, avec son matériau, quoi. Je pense que ce livre pourra rejoindre la longue liste des livres sur l'indicible. Dans le sens où, comme pour Toni Morrison, j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines, car par sa forme même, il y a quelque chose qui reprend l'impossibilité, l'impossibilité à dire, la fragmentation totale de l'enfant, et que la manière dont c'est fait, comme une technique de collage en fait, de plusieurs styles, de plusieurs textes, de pensée qui n'aboutit pas toujours, qui ne va pas toujours jusqu'à son terme, eh ben, je trouve que ça, par cette forme-là, ça imite ce qu'elle ressent, ce que c'est. Et que donc, je pense que c'est, on pourrait croire là comme ça que je dis un défaut du livre, mais pour moi, c'est sa force et c'est son originalité. Donc c'est vraiment un livre que vous devriez lire. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.